Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal de la mobilité tech. Ce numéro 29 sera très dense et traitera de nouveaux modèles très attendus, d'a priori démentis par les faits, d'une start-up de dans 3 ans ou pas, et d'impôts. Et oui aussi. À la fin de cette édition, je vous ferai plusieurs annonces importantes pour des événements à venir et je vous dévoilerai ce qui va se passer bientôt pour le Choucroute Garage et plusieurs de ses partenaires. Restez bien jusqu'au bout, vous allez voir, ça va être passionnant. Ceci étant dit, il est temps de commencer. Générique. Cette vidéo a été possible grâce aux partenaires à long terme du Choucroute Garage. ACC Shop pour entretenir et accessoiriser sa voiture électrique, Ecothermie 25G et Isole Nature pour la transition énergétique de votre domicile, et Xilian.fr pour votre informatique et vos communications. Un grand merci à eux de poser leur pierre à l'édifice afin que chaque semaine, de nouvelles vidéos sortent. Et maintenant, on commence avec les nouveaux modèles attendus de pied ferme en France ces prochaines semaines. Décidément, si les anti-VE pérorent à qui veut l'entendre que la voiture électrique c'est fini, eh bien ils en sont pour leurs frais. Tous les constructeurs ont bien compris que la situation actuelle n'est que transitoire et qu'elle offre une excellente opportunité de rattraper le retard accumulé depuis l'avènement de Tesla. Si le constructeur américain semble piétiner, et je dis bien semble, nombre de constructeurs traditionnels mettent les bouchées doubles pour reprendre une place conforme à leurs ambitions sur le marché des autos à batterie. Ainsi, Mercedes ou BMW travaillent dur avec leur nouvelle familiale devant concurrencer la Tesla Model 3, comme les CLA ou Neue Klasse électriques. Mais ce n'est pas le segment le plus porteur chez nous. Pour que les propositions de voitures électriques atteignent tous les segments, il faut que des modèles plus abordables arrivent. Et 2025 pourrait bien être le point de départ de cette seconde révolution de l'électrique. Voyons cela. Volkswagen, numéro 1 européen, est sur les rangs pour proposer sa première voiture électrique à 20 000 €. Mais ce n'est qu'un concept qui n'aura d'existence réelle que dans 3 ans au mieux. Qui a dit voiture de dans 3 ans, voiture sans argument? Je vous vois persifler là-bas dans le fond, hein? Mais remarquez, vous avez plutôt raison en fait. Entre l'ID2 qui ne sortira pas avant 2026, voire 2027, et la future ID1, ces autos sont déjà concurrencées sur le marché actuel, avec les R5 et la Twingo à venir, des propositions chinoises, ou ce que nous préparent les Coréens. Car oui, l'Europe n'est pas le seul marché friand de voitures compactes. En Asie, ce type d'auto a la cote, que ce soit en Chine, au Japon ou en Corée. Kia Hyundai est en train de mener la danse, au moins pour le marché européen, avec des gammes on ne peut plus intéressantes. C'est en particulier la gamme EV quelque chose qui devrait attirer notre attention. C'est la 3e génération de VE qui pointe le bout de son nez chez Kia, après les Soul EV originels et les Niro de seconde génération. La plateforme IGMP inaugurée sur le V6 est bien différente de l'ancienne manière de faire. Enfin en grande partie. Le V6 est né perfectible. Peu performante, gourmande et chère, elle a grandement évolué depuis ses débuts. Et d'ailleurs, ça, on pourrait bientôt aller le voir. Je dis ça, je dis rien. Moteur remanié, esthétique revue et gestion électrique améliorée ont changé la perception qu'on peut avoir de cette auto. Mais en fait, le V6 n'était qu'un coup d'essai, et la plateforme évolue largement avec les EV9 et surtout EV3. Proposée à partir de 36 000 € avec des prix allant jusqu'à 46 000 € en France, elle n'est pourtant pas très bon marché. Mais c'est une petite familiale qui vient en concurrence de nos i2008 et autres ID3, pas en concurrence d'une citadine. Pour ce segment, il faut se tourner vers le V2, pendant Kia de la Hyundai Inster. Le V2 sera disponible entre 20 et 30 000 € avec des batteries de 42 à 62 kWh. Cette petite auto concurrence ce qui se fait de mieux en matière d'autonomie dans le segment tout en cassant le prix au niveau d'une IC3 nettement plus limitée dans son usage. Au rayon des propositions chinoises, certains modèles arrivent aussi, comme les BYD Atto 2 ou la Seagull. Bien que construites de façon plus que traditionnelle, voire désuète, les BYD ont pourtant l'avantage de leur prix, mais aussi de bonnes batteries et d'un équipement pléthorique, incluant désormais la conduite autonome de niveau 3 sur toutes les versions. D'un autre côté, NIO arrive avec la Firefly, bien plus moderne et performante, mais sans réseau de distribution ou d'expérience sur le marché européen. Elle sera produite d'une manière très innovante, dont je parlerai bientôt.
Au final, ces prochains mois vont être passionnants, car l'avènement de la voiture polyvalente à moins de 25 000 € permet d'entrevoir d'ici 3 ou 4 ans un marché de l'occasion où tous les besoins et tous les budgets seront représentés. Et ça, c'est le vrai point de départ pour le marché de la voiture électrique. Ce sera le vrai lancement de la transition énergétique dans le secteur. À suivre assurément. On l'a vu dans le sujet précédent, les constructeurs chinois pointent le bout de leur nez. Ils sont à l'affût pour contourner les taxes d'importation européennes également. Avec un marché américain qui se ferme progressivement pour eux et des capacités financières ou industrielles surdimensionnées pour leur seul marché national, les constructeurs de l'empire du milieu se concentrent sur le vieux continent. Il y en est un qui a un atout de taille. Geely est le constructeur chinois le plus atypique qui soit. Non content de développer ses marques locales, il a de nombreuses participations et possessions un peu partout dans le monde, et en particulier en Europe. Volvo et Smart sont de ces entreprises sous contrôle chinois, mais pas sous son emprise. En effet, les filiales de Geely conservent une certaine autonomie et une identité propre. En revanche, sur le plan industriel, la mutualisation des moyens est de mise, tout comme le partage des plateformes. Celle qui nous intéresse aujourd'hui est la plus petite d'entre elles, la SEA Small. 3 modèles à ce jour sont produits sur son architecture. La Volvo EX30, la Zeekr X et la Smart #1. Elle sera également présente sur un modèle d'une marque européenne qui n'appartient pas à Geely. En effet, le constructeur chinois fournira la start-up polonaise Isera, dont nous parlerons aussi bientôt. Il y a quelques mois, Volvo avait annoncé déplacer la production de son EX30 à Gand, en Belgique, afin d'éviter les taxes sur l'importation de véhicules électriques chinois dans le marché commun. Le Zeekr X ou la Lynk & Co 02 sont également pressentis pour être fabriqués sur les mêmes lignes. C'est maintenant au tour de la Smart #1 de profiter de cette aubaine pour garder un prix compétitif. Vendu à moins de 36 000 €, il peut donc maintenir son prix sans perte de marge pour son constructeur. Et c'est une bonne nouvelle. En effet, avoir des autos rentables pousse un constructeur à se développer, mais aussi à conserver une formule qui fonctionne bien, comme l'assemblage en Europe. Pour la France, la #1 n'aura pourtant pas droit au bonus écologique, car les nouvelles contraintes imaginées par la France imposent de réaliser l'emboutissage des tôles sur le territoire européen. Vu la taille de notre marché, il est clair que ce ne sera pas rentable pour le moment. Mais si Bruxelles venait à durcir ses conditions d'exonération de taxes, cela pourrait aussi bien faire revenir des process industriels sur le vieux continent. Et finalement, ça c'est plutôt positif. On entend souvent parler de batteries défectueuses ou d'incendies de voitures électriques dans la presse. Est-ce à dire que les électriques ne sont pas fiables? Ou bien y a-t-il une autre raison, comme la surexposition de tout incident impliquant une VE? Une vaste étude publiée dans la revue scientifique Nature lève le voile sur des faits et donne des conclusions. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais mettre en place un peu de contexte. Pourquoi une étude publiée dans Nature est-elle plus fiable que celle présentée dans les médias grand public? Eh bien parce que la revue a un comité de relecture. Chaque article est revu par les experts du domaine sous plusieurs aspects. La qualité et la quantité des données, leur provenance, la méthodologie de l'étude et la qualité des raisonnements aboutissant à la conclusion. Lorsqu'il s'agit de procédés expérimentaux, la reproductibilité également est prise en compte. C'est ce qu'on appelle une revue par les pairs. Même une fois publié, un article peut continuer à être mis à l'épreuve et soumis à une nouvelle revue. S'il s'avère que l'étude ne passe pas cette nouvelle relecture après parution, elle est retirée de la publication. On dit alors qu'elle est rétractée. Une étude dans Nature est donc plus solide que dans le Nouveau Détective ou dans Voici. Mais ça, on s'en doutait. Cela nous mène à l'étude en question, réalisée au Royaume-Uni et publiée en janvier dernier. Avant de vous en présenter les conclusions, voyons la méthodologie et le contexte de l'étude. Elle est réalisée par Viet Nguyen Thien, docteur en économie de la London School of Economics and Political Science. Ses domaines de spécialisation s'attachent à l'énergie, à l'écologie et à la transition énergétique. Les données proviennent directement de l'administration anglaise au travers des rapports anonymisés de passage au contrôle technique, aussi appelé MOT là-bas. Les données prises en compte pour le calcul final sont celles des véhicules les plus récents représentatifs du parc en circulation. C'est donc un échantillon de 15,1 millions de tests réalisés sur des véhicules essence, 14,7 millions sur des diesels et 41 600 sur des voitures électriques qui a été prise en compte dans l'étude. La différence peut paraître importante, et c'est le cas.
Avec un échantillon plus réduit, l'erreur ou l'écart type est plus important pour les électriques que pour les thermiques. Toutefois, la distribution statistique de l'écart des trois catégories indique une hypothèse plus représentative que les autres, ce que retient le chercheur. On note aussi l'absence des hybrides, car il n'est pas possible de différencier les types d'hybridation. En effet, une fausse hybride 48 volts et une hybride rechargeable sont considérées comme la même chose par le MOT. Plutôt que de se risquer à avoir une donnée erronée, l'auteur préfère ne pas les considérer. Et c'est plutôt légitime. Ensuite vient le raisonnement qui permet de déterminer la durée de vie d'une auto en moyenne. Si une auto rate son MOT à la date prévue, il y a deux possibilités. Soit l'auto n'est plus en circulation, soit elle est en retard sur son contrôle technique. L'auteur prend en compte des statistiques passées pour en tirer une courbe de probabilité qui indique qu'une auto n'est plus en circulation entre 15 et 21 mois après le MOT manqué. Du coup, fort de toutes ces données et en prenant en compte la valeur médiane de 18 mois pour la mise au rebut d'une auto après le contrôle manqué, il établit une règle mathématique qui donne le résultat suivant. Les voitures à essence ont une durée de vie moyenne de 18,7 ans, avec un kilométrage moyen de 116 000 miles environ, soit un peu moins de 187 000 km. Les diesels vivent moins longtemps, avec 16,7 ans, mais un kilométrage supérieur de 257 000 km. Ces chiffres sont comparés aux données existantes du parc et sont représentatifs des autres études faites sur d'autres bases de données des pouvoirs publics. Entre autres, ici, on va se servir du fichier des taxes de roulage annuelles données par l'État pour pouvoir corréler les résultats. Pour l'électrique, la durée de vie moyenne est estimée à 18,4 ans. Avec un tout petit peu moins de 200 000 km en moyenne. C'est un peu moins que les essences, mais avec plus de kilomètres, et un peu plus que les diesels, mais avec moins de kilomètres. Pourtant, dans ses conclusions, Nguyen Thien ne s'arrête pas aux chiffres uniquement. Il distingue deux résultats majeurs. Premièrement, les résultats sont très hétérogènes en fonction des marques. Tesla explose sous les plafonds, avec une estimation de plus de 20 ans et 330 000 km de durée de vie en moyenne, tandis que Mercedes ferme la marche en dessous de la moyenne. D'un autre côté, le chercheur souligne également que l'échantillon de voitures électriques est plus réduit et plus récent. Il note toutefois que d'année en année, la fréquence de défaut ou de panne diminue de 12% pour les voitures électriques, ce qui est nettement mieux que les autres. Cela démontre que la technologie évolue vite et que les véhicules actuellement mis en circulation chez les constructeurs les plus évolués techniquement surpasseront probablement les résultats de leurs aînés. En conclusion, au-delà de ces chiffres, cette étude nous démontre que la voiture électrique en général est appelée à être plus durable que les autres, mais qu'elle demande encore des développements techniques chez les constructeurs les moins performants. Comme dans la voiture thermique, il y a VE et VE, mais si on y regarde bien, il est plutôt facile de s'y retrouver. À méditer pour les constructeurs qui pensent encore qu'une auto électrique construite comme une thermique est pertinente, à moins que ce ne soit un calcul d'obsolescence programmé pour renouveler leur modèle plus souvent. On entend souvent parler de batteries révolutionnaires, ou comme je les appelle, de batteries dans 3 ans. Cette fois, ce n'est pas que de batteries dont nous allons parler, mais de moteurs et d'écosystèmes modulaires, ce qui pourrait aussi entrer dans la catégorie de dans 3 ans. Si on regarde la presse, le domaine des véhicules électriques est une manne énorme en matière de buzz. C'est bien souvent sans aucune vérification des données fournies par les entreprises et surtout sans esprit critique que les articles sont écrits. Dans le domaine des moteurs, après la hype qui a fait pchit chez Elaf, constructeur de moteurs roues révolutionnaire qui a fait cliquer le public avant d'être lâché par presque tous ses partenaires, c'est un nouvel acteur qui se présente, Donut Lab. Comme Elaf, Donut Lab se présente comme un constructeur de moteurs électriques prenant place dans les roues du véhicule. Les deux entreprises ont toutes deux des propositions d'écosystèmes moteurs innovants. Là où Donut Lab se différencie, c'est dans la proposition de systèmes complets comprenant la batterie, la gestion électrique et logiciel, de tout l'ensemble de ce qui fait une plateforme technique clé en main. Allons donc voir ce qui fait la hype du moment. Donut Lab produit avant tout des moteurs très innovants. Ceux-ci ont une forme de tore unique dans l'industrie automobile, ce qui le fait ressembler à un beignet, d'où le nom de l'entreprise. Je n'utilise pas le terme de moteur sans moyeu comme certains, parce que c'est foncièrement faux. Le moyeu existe toujours, c'est juste que l'axe central est très gros et vide. C'est tout. Proposé en 4 versions, il peut s'adapter aux drones, aux deux roues, aux voitures et aux poids lourds. La spécificité des moteurs de Donut Lab, eh bien ils sont légers grâce à une conception sans moyeu, bon, on ne va pas y revenir, et une construction en fibre de carbone. La version automobile 21 pouces par exemple pèse 40 kg, et développe 630 kW pour 3400 Nm de couple.
Waouh, ça c'est énorme! Enfin sur le papier. En effet, allons voir un peu plus loin avant de s'émerveiller. Pour obtenir de telles performances, le constructeur annonce avoir trouvé une disposition judicieuse des aimants pour maximiser l'efficience. Un peu léger comme explication. Ça a un doux parfum qui me rappelle l'arnaque des générateurs magnétiques surnuméraires, style Infinity Save dont j'avais parlé dans une ancienne vidéo. D'un autre côté, la valeur de 3400 Nm de couple est plutôt bonne pour un moteur, mais en fait pas si exceptionnelle que cela. En effet, comme il n'y a pas de transmission, le couple annoncé est le couple à la roue. Prenons une Tesla Model S 75 Propulsion, par exemple, pour comparer. Son couple moteur est de 355 Nm. On pourrait se dire que c'est 10 fois moins. Si on ne tenait pas compte du réducteur. En effet, le couple passe par un réducteur qui réduit de 9,04 fois la vitesse de rotation du moteur et multiplie le couple d'autant. La voiture a donc 3209,2 Nm à la sortie du réducteur. Il faut certes répartir cela entre les deux roues arrière, mais du coup, la valeur de Donut Lab est certes élevée, mais pas autant qu'on peut le croire en comparant aux autres moteurs. Pour les sceptiques, on a un exemple parfait dans la vraie vie. En effet, Donut Lab ne sort pas de nulle part. C'est une extension d'un petit constructeur de moto, Verge. Connu pour son moteur évidé placé dans la roue arrière, la machine a des prétentions extraordinaires, mais qui sont démenties dans la vraie vie. La version Pro de base annonce 1000 Nm, tandis que l'Energica SS9 comme la mienne doit se contenter de 5 fois moins. Du moins au moteur. Dans la réalité, les performances des deux machines sont très similaires en accélération, et l'italienne offre plus de sensations car plus véloce aux basses vitesses. Le moteur roue montre ici ses limites et les chiffres n'y changent rien. Ils ne sont tout simplement pas comparables à un ensemble classique moteur-réducteur. Et là, on se dit que si on nous annonce de l'extraordinaire, bien, il faut commencer à sortir son esprit critique. Rien dans la présentation ou dans les preuves qu'apporte Donut Lab n'est réel. Tout ce qu'on peut voir sur leur site n'est qu'image de synthèse ou simulation. Contrairement à Elaf, qui développe des moteurs et montre ses prototypes, l'entreprise finlandaise n'a tout simplement pas commencé à faire le vrai travail de développement. Mais alors pourquoi se lancer dans un tel projet? Pourquoi présenter quelque chose d'aussi hypant? Lucid, Lightyear, Xbus ou autres Sono Motors y ont eu recours lorsque les temps étaient plutôt durs et les comptes de l'entreprise à plat. Si cette pratique fonctionne plutôt bien aux États-Unis, comme l'a démontré Lucid mais aussi Faraday Future ou Aptera, c'est plus problématique en Europe où les investisseurs demandent plus de garanties. À ce jour, toutes les startups européennes ayant utilisé cette stratégie en dernier recours pour se sauver de la faillite ont échoué. Même Energica a tenté le coup lorsque la défaillance de son actionnaire américain s'est précisée. Mais en vain. Est-ce à dire que Verge est en difficulté? Eh bien c'est possible. Leur moto ne semble pas déchaîner les foules et son prix stratosphérique refroidit bien des ardeurs. De 37 000 à 55 000 euros, la Verge n'est pas vraiment une bonne affaire. En regardant le profil financier de l'entreprise, on est surpris de voir que l'équipe comporte à peine une cinquantaine de personnes en tout, et que la capitalisation financière n'est que d'une vingtaine de millions d'euros. Bon, j'ai trouvé plusieurs valeurs, donc à prendre avec des pincettes, cette dernière valeur. Les capacités de production sont largement limitées, et pourtant le site annonce une livraison sous 3 mois pour un modèle Pro, le moins cher. Bref, il y a des indices que la Verge ne se vend pas bien, et il est très improbable que l'entreprise puisse générer rapidement des bénéfices avec de tels volumes. En clair, Verge a besoin d'argent, et l'annonce de Donut Lab est là pour allécher les investisseurs. Reste à voir si la technologie et les réelles capacités de ce que propose la startup ont une quelconque valeur pour devenir une success story. C'est à suivre, mais de loin. Nous changeons totalement de registre pour le sujet suivant qui m'a été proposé par Vincent. Lorsque l'on parle de VE en France, c'est bien souvent de la métropole qu'on parle, et on oublie un peu trop souvent nos départements et territoires d'outre-mer. Or, il est une région qui est en passe de mettre une nouvelle législation en place, taxant les véhicules électriques d'une façon plutôt originale, débouchant sur un non-sens total. Il s'agit de la Réunion. Pour les Réunionnais, le terme d'octroi de mer n'est pas une nouveauté, mais il faut l'expliquer rapidement pour les métropolitains. En fait, il s'agit d'une taxe sur tous les produits importés sur l'île afin de protéger et d'aider les producteurs locaux. Ainsi, les autos sont plus chères à La Réunion qu'à Paris par exemple. Jusqu'à présent, les VE n'étaient pas soumis à l'octroi de mer, mais c'est en passe de changer. Le 1er mars prochain arrive une nouvelle imposition qui va concerner certaines voitures électriques. Cette taxe aura un pourcentage variable en fonction de la puissance du véhicule. En dessous de 150 chevaux, pas de taxe.
De 150 à 250 chevaux, c'est le taux de 8% qui est appliqué. De 251 à 400 chevaux, on passe à 14,5% et au-delà, 24,5%. Cette répartition pose un problème, car elle va créer des inégalités. Mais ce n'est pas tout. Vincent, qui a une chaîne YouTube à La Réunion, a réalisé une vidéo complète sur tous les biais qu'introduit cette nouvelle taxe, et elle est édifiante. Je vous la mets en description pour ceux qui veulent en savoir plus. Avec ce nouveau calcul, une thermique peut être moins taxée qu'une VE ou qu'une hybride, ce qui est totalement aberrant si on considère la direction que prend l'Europe pour la transition énergétique. Pire, l'argument majeur de cette nouvelle taxation est le manque à gagner de la région en termes de taxes sur les produits pétroliers. Or, ceci est faux. Vincent a en effet consulté les comptes de la région, ce qui est pour info possible pour tout un chacun sur Internet, et dans toutes les régions de France, tout comme pour le budget de l'État d'ailleurs. Il a constaté une augmentation des recettes liées au carburant. De plus, l'électricité est aussi soumise à une forme de taxe appelée rémanence d'octroi de mer, et celle-ci a rapporté bien plus en 2023 qu'en 2022, grâce, entre autres, aux voitures électriques. Au final, cela illustre bien le décalage entre les volontés politiques et leur mise en application au niveau local. Le manque de connaissances ou la prédominance de préjugés chez nos élus, couplé au manque de conseils venant d'experts du secteur, débouche trop souvent sur des décisions totalement hors sol, allant à l'encontre des directions à prendre si on veut agir réellement contre le changement climatique. Mais qui sont très bien reçus par ceux qui ont tout intérêt à préserver leur petit business d'énergie fossile. À méditer. Revenons à la technique sous l'angle de la sécurité cette fois. Si les experts bien informés répètent encore et encore que la voiture électrique est de 20 à 40 fois moins sujette aux incendies que ses homologues thermiques ou hybrides, ils reconnaissent aussi qu'éteindre un feu de batterie lithium n'est pas une mince affaire. Pour résoudre ce souci, certains constructeurs automobiles se sont saisis du problème, en parallèle des innovations faites par les acteurs de la lutte anti-incendie. Renault veut accompagner la transition énergétique, mais pas que sous l'aspect usage ou impact environnemental. Non content de prendre la direction de véhicules plus abordables, le constructeur aux losanges a décidé de mettre un point d'honneur à renforcer la sécurité. C'est grâce à un partenariat avec les professionnels du feu que sont les pompiers que Renault a pu faire deux constats. Premièrement, si les feux de voitures électriques sont rares, ils sont aussi plus violents et dévastateurs. Ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Deuxièmement, pour éteindre efficacement un feu de batterie automobile, il est bien souvent nécessaire de disposer de matériel spécifique, comme des couvertures pour étouffer le feu, voire des conteneurs pour immerger totalement le véhicule, afin d'éviter que le feu ne reprenne. Or, une telle situation ne serait pas tenable une fois la voiture électrique largement diffusée. Il fallait un moyen sûr d'éteindre un feu de lithium une bonne fois pour toutes, et ce, sans outillage spécifique. C'est de cette collaboration qu'est né le Fireman Access. Il s'agit d'un orifice placé sur le dessus de la batterie. Obstrué par un opercule résistant en usage normal, l'orifice se libère lors d'un incendie. Appliquer le jet d'une lance de pompier le fait céder, permettant de déverser directement l'eau dans le pack, au plus près des flammes. L'accès est possible grâce à une découpe dans le plancher de l'auto. L'eau permet à la fois de faire baisser la température, mais aussi, lorsqu'elle est additivée, de créer une multitude de passages de courant qui déchargent les cellules de manière sûre et rapide. On utilise ici la même méthode pour inerter les cellules que dans les procédés de recyclage les plus performants. Ainsi, le feu n'a plus aucune chance de reprendre. Grâce à ce système, il ne faut que quelques minutes pour reprendre le contrôle d'un incendie contre plusieurs heures auparavant. Simple, efficace et peu onéreux à mettre en place, un tel système gagnerait vraiment à équiper toutes les voitures électriques. Seulement voilà. Généralement, lorsqu'un constructeur invente un truc cool, il se le garde pour lui. L'adoption est donc lente et dépend de la mise dans le domaine public d'un brevet. Il est pourtant des précédents qui ont fait date dans le domaine de la sécurité, comme l'invention de la ceinture 3 points qui, à la demande de son inventeur chez Volvo, sera diffusée gratuitement dans le monde. Il pensait en effet que la sécurité, c'était une chose qu'on ne doit pas posséder, mais partager. Et c'est exactement ce que Renault s'est dit en proposant le Fireman Access en accès libre. Enfin presque. Pour que l'esprit de partage soit maintenu, le constructeur a mis en place un contrat de licence gratuit. Mais un contrat tout de même. Celui qui en accepte les termes devra rendre tout aussi accessible gratuitement toutes les évolutions et développements qu'il pourrait faire à l'avenir sur ce système. Ainsi, il est probable que ce dispositif équipe rapidement beaucoup de véhicules électriques tout en évoluant vers des modèles encore plus efficaces. C'est ce qu'on peut souhaiter de mieux, et pas seulement pour cette innovation en particulier. En effet, Renault a décidé d'appliquer cette règle à tout élément de sécurité que ses laboratoires pourraient développer.
c'est bien pour la communauté, et sincèrement, je trouve ça plus efficace pour donner une bonne image à une entreprise que les pubs ruineuses et pompeuses pondues par des agences de communication. Le week-end dernier, je suis allé en reportage pour voir une Tesla Model S absolument incroyable. Nous avons rencontré Rodrigue qui a acheté une Model S P85+, modèle déjà rare, mais qui n'affichait que 30 000 km au compteur en plus. C'est l'occasion pour moi de comparer les mesures de sa batterie par rapport à la mienne qui est identique d'un point de vue technologique. Et on va voir, il y a des surprises. Raconte-moi un peu l'histoire de cette voiture, parce que quand même, 40 000 km pour une voiture de 2014, en plus une P85+, dis-moi. Alors, c'est une voiture que j'ai trouvée en Allemagne, chez un monsieur qui avait une grosse société, qui a acheté cette voiture, et qui a jamais roulé avec. Donc, j'ai trouvé sur Internet, gros coup de bol. Et je cherchais une voiture pour me faire des économies. Regardez qui vient. On a notre ami Vincent 25G. Allez, vas-y, mets-toi au milieu qu'on te voit. Donc Vincent qui est Icothermie 25G à Bataville. Voilà. Qui est aussi un des soutiens et sponsors de la chaîne, qui nous a accueillis aujourd'hui pour un petit café et puis pour tourner les quelques images de la voiture de Rodrigue. Ça t'a pas surpris de voir une voiture de ce kilométrage-là? Si, de cette année-là, les toutes premières Model S sorties avec seulement 30 000 km, une voiture qui a été fabriquée fin 2013, vendue début 2014, le 14 mars 2014, exactement, avec 30 000 km. Bon, c'est sûr que je me suis posé quelques questions, hein, comme on a pu voir dans tes vidéos. Il peut y avoir quelques arnaques, donc ça a été Tout à fait. beaucoup de vérification, de stress quand même. Hein. Voiture achetée, comme j'ai dit, en Allemagne, fin fond de l'Allemagne, donc on a toujours peur de se faire arnaquer, et de verser de l'argent et de jamais voir une voiture arriver. Au final, non, très correct, tout s'est très bien passé, ça a été vraiment... Ta problématique, elle était un peu spéciale parce que bon, la voiture avait 30 000 quand tu l'as achetée, elle en a déjà 40, Ouais. Parce que tu roules beaucoup. Oui. Et donc c'est lié à ton métier, toi tu as une société, c'est ça? Oui, une société, je suis dispatché sur 2 départements, donc je roule beaucoup et je voulais limiter mes frais de carburant. Donc comme elle a la supercharge gratuite qui est transférable et que je passe plusieurs fois par semaine devant des superchargeurs juste à côté, j'en profite pour m'arrêter et recharger. Et tu as raison. Par contre, comme dit, c'est une voiture qui est de 2014, donc elle a une limitation à la recharge pour préserver la batterie qui est de 90 kW maximum. Oui. Juste une petite chose, ça va peut-être vous étonner, mais Rodrigue, c'est sa première voiture électrique, donc ça fait quelques semaines que voilà. Tu roules en voiture électrique et pourtant il maîtrise tout. Il maîtrise tout. Mais il y a pourquoi grâce à Didier. Mais au-delà de ça, voilà, Rodrigue, toi tu t'intéresses à Tesla depuis des années. Oui, ça fait, je suis Tesla depuis sa création, depuis que j'ai découvert Tesla au début avec le Roadster, Musk, sur des émissions, des choses comme ça, hein, forcément. J'ai que 32 ans, donc... Ouais, donc finalement, tu es pas arrivé en terrain inconnu quand t'as eu la voiture. C'était plus, on va dire, le côté pratique qui te manquait, mais la théorie, tu l'avais. La théorie, je l'avais, puis mon beau-père a une Tesla Model 3. D'accord. Donc j'ai pu... Un coucou au beau-père d'ailleurs, hein, au passage. Aubert, hein, coucou Aubert. Je parie aussi sur le fait que comme ce sont des voitures connectées qui sont régulièrement mises à jour, et j'ai toujours des mises à jour régulières sur cette voiture. Sachant que la voiture a le MCU2 également. Oui. Donc elle a eu la mise à jour, malgré qu'elle n'avait pas beaucoup de kilomètres, le monsieur avait investi plus de 1500 € pour remettre à jour le MCU. Je vous propose qu'on se retrouve maintenant au bureau où on va analyser les scans que m'a fait Rodrigue pour vous montrer un petit peu la dégradation de la batterie. Et ça, c'est intéressant à connaître parce que la voiture ayant peu de kilomètres, on va pouvoir voir la dégradation temporelle de la batterie qui est plus liée au temps qu'au kilométrage. Et donc, on va au bureau et on se retrouve après. Voyons donc un peu les scans que m'a donné Rodrigue pour voir si la dégradation calendaire, c'est-à-dire celle qui est liée au temps, est aussi importante qu'on le dit. La capacité nominale restante de la voiture de Rodrigue est de 74,4 kWh pour 235 cycles. Sur ma voiture, qui est 3 ans et demi plus jeune, la capacité restante est de 74,8 kWh avec 603 cycles. Les deux dégradations sont totalement similaires alors que ma voiture a parcouru 154 000 km contre 40 000 pour celle de Rodrigue.
Attention toutefois, hein, il faut préciser que je charge en ce moment sur ma borne à domicile, tandis que Rodrigue utilise les superchargeurs de manière systématique. Cela joue sur la valeur affichée au BMS de 0,1 à 0,2 kWh. Sur la base de ces calculs, on pourrait tirer une conclusion, mais pas tout à fait, puisqu'on ne sait en effet pas comment l'ancien propriétaire de la P85+ a stocké sa voiture, et si elle est souvent restée à 100% de charge immobilisée. Reste que le déséquilibre de tension entre les cellules est très faible chez Rodrigue, tout comme chez moi. 6 mV pour lui, 4 pour moi. Cela démontre un très bon fonctionnement du pack, aussi bien au niveau des cellules que pour les éléments périphériques comme les fils de remontée de courant ou les BMS installés dans chaque module. Points qui sont généralement problématiques sur les voitures d'avant 2015. Au final, même si elle est de 2014, la voiture de Rodrigue est en très bonne forme, et il sera intéressant de voir comment elle évoluera avec les kilomètres. Retournons maintenant dans la voiture. Comme dit Rodrigue, on le voit, ta voiture finalement, batterie en bon état, moteur en bon état pour l'instant. Oui. Donc par contre, effectivement, il va falloir budgétiser, au moins mettre un petit pécule de côté pour faire une éventuelle remise en état de la batterie. Et surtout une remise en état aussi ou des modifications concernant le moteur arrière. Puisque là, il n'y a qu'un moteur et c'est le gros moteur, donc celui qui a les problèmes de fuite de joint, de refroidissement. Après, avec l'application Tesla, sur les stades de charge, à l'heure actuelle, pour mon modèle équivalent, j'en suis, vu que j'utilise au maximum le superchargeur, j'en suis à 1500, presque 1600 euros d'économie par rapport à la même version en thermique, ce que j'ai dépensé. Ouais. Donc c'est vrai que j'essaye de, voilà, je fais en sorte que ces économies, tu les mets de côté. Voilà, ces économies, je les mets de côté, comme ça, au moins, ça pourra, en cas de problème. Après, je suis très précautionneux. Hein, c'est ça. En fait, la majorité des gens qui ont des soucis précoces, c'est souvent parce qu'ils utilisent leur voiture d'une manière un peu bourrine, quoi. Si on fait gaffe, on casse rarement quelque chose. Toutefois, on sait que tôt ou tard, le moteur arrière aura une fuite. On sait que tôt ou tard, il faudra revoir l'état de la batterie. Et en l'occurrence, si on regarde bien, c'est à peu près ces 2 billets de 4000 qu'il faudra prévoir, on va dire, à l'horizon des 250 000 km. Oui, mais ça va, ça me laisse encore un peu de temps, ça me laisse voir. Et puis, bon, comme tu fais toi, hein, je suis avec l'application Scan My Tesla. Et puis, je respecte toujours, quand ma batterie est en dessous de 20 degrés, je dépasse pas les 50. Entre 20 et 25, je monte à 100 kW. Et après, voilà, je m'impose plus de limites. D'ailleurs, je vous précise une chose, c'est qu'aujourd'hui en Alsace, on a un garage qui est capable de le faire et c'est notre partenaire du jour, à savoir ACC Shop. Aujourd'hui, ils ont le matériel, ils ont les compétences, ils ont le personnel pour le faire, pour intervenir aussi bien sur le moteur, ils vont le faire. Alors on va voir une voiture qui a beaucoup de kilomètres, qui aura les réparations dont on a parlé. Et comme dit, la batterie, ils vont pas la traiter en local, ils vont la tomber et l'envoyer chez Revolt. Très intéressant. Tu casses tous les effets de surprise, il va pas subir. Simplement parce que derrière, lui, il peut les anticiper, donc il peut les planifier, si tu veux. Oui. Non, mais en fait, le but, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde planifie ça. Il faut savoir que quand Tesla remplace aujourd'hui un moteur arrière, c'est un moteur qui a été modifié avec les mêmes modifs que qui sont faites chez ACC, par exemple. D'accord. Parce qu'ils vont utiliser un kit qui est le kit V-Clinic, qui est quasiment le même kit qu'utilise Tesla pour refaire les moteurs. Ouais, mais de toute manière, là, il n'y a plus garantie, il n'y a plus rien qui est garanti, il n'y a plus de nécessité de passer, désolé, hein, mais de passer par Tesla. Autant faire fonctionner les garages comme ACC Shop ou Revolt qui se lancent dans la réparation, parce qu'il y a quand même un marché maintenant qui ça va arriver, quoi. Absolument. D'autant plus qu'ils ont les toolbox. Par exemple, que ce soit ACC ou que ce soit Revolt, ils ont la possibilité ils utilisent la toolbox Tesla, ils sont abonnés, ils payent pour ça, et ils peuvent même faire les diagnostics à distance, comme le fait Tesla. Donc ça peut être intéressant effectivement de voir que quand on achète une voiture comme celle-ci qui a de l'âge et pas forcément de kilométrage, donc pas forcément qui a pas forcément rencontré tous les problèmes, c'est intéressant de savoir qu'on va pouvoir effectuer une réparation qui corresponde finalement aux moyens qu'on a mis pour l'acheter.
Oui. Parce que aujourd'hui, c'est un peu comme acheter, je sais pas, une Audi d'occasion qui a 10 ans. Vous avez les moyens de vous l'acheter, mais pas forcément de l'entretenir chez Audi. Et c'est peut-être même pas souhaitable, parce qu'une Audi de 10 ans, ils ont peut-être plus les compétences pour l'entretenir. Et on le voit chez Tesla, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de S et de X, donc ça va. Mais le jour où les S et X seront arrêtés, il arrivera un moment où les garages les plus compétents ne seront pas ceux du constructeur, mais des indépendants qui ont l'habitude de travailler sur ces voitures au quotidien. C'est en connaissance de cause que j'ai pris cette voiture. On a identifié, il y a des gens qui sont passés, malheureusement pour eux, mais qui ont eu les heures de jeunesse. Je sais quel potentiel problème je vais pouvoir avoir. On dirait qu'elle sort quand même réellement du garage. Là. Ah là, elle est super propre. Je suis jaloux, moi. Et je suis jaloux de son volant parce que le mien, il commence à avoir l'usure des kilomètres. Et va falloir que je me trouve un volant neuf. Parce que j'adore ça. Moi, j'adore avoir un volant parfaitement en état. J'aime pas les volants quand ils deviennent usés, brillants. Ah ouais, mais ça à force. Mais bon, c'est l'âge, hein, c'est normal. Rodrigue, un grand merci pour ton témoignage, de nous avoir montré ta voiture. C'est grâce à lui que vous avez les chouettes petites images qu'on a tournées aujourd'hui avec le drone, mais un petit peu à l'arrache parce qu'il pleut et il y a du vent. Donc on n'a pas pu tourner autant d'images qu'on voulait. Mais voilà, superbe voiture. Et comme quoi, acheter une ancienne Tesla, même dans les années 2013-2014, ça peut être une bonne affaire si on le fait en connaissance de cause. Bah oui, j'espère que ça aidera des gens qui veulent passer le cap au VE, qui n'ont pas forcément les budgets d'acheter un VE neuf et qui hésitent sur un VE qui a quelques kilomètres mais qui a de l'âge. Donc j'espère que toutes les données que tu as pu récupérer sur Scan My Tesla va pouvoir aider les personnes à passer des caps, à pouvoir... D'ailleurs, on va garder la voiture à l'œil. Sur le long terme, puisque Rodrigue me recontactera si jamais il y a des choses qui ont été faites dessus, ou je pense que de toute façon, si il y a des soucis sur la voiture et comment ils sont réglés, à quel prix, etc. Ça c'est important aussi. Donc ça, voilà, c'est une possibilité dans quelques années, quand tu l'auras bien utilisé, d'avoir un retour d'information, et donc à ce moment-là, je pourrai vous redonner les informations que Rodrigue m'aura gentiment données. Il n'y a pas de souci. Rodrigue, merci beaucoup. Mais de rien. Et à bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Pour terminer en beauté cette émission, j'ai plusieurs annonces à vous faire et une date à retenir si vous voulez vivre un bon moment en voiture électrique. En effet, les 20 et 21 juin prochains, mon collègue Vincent, de la chaîne Electric Vince, organise le défi 24 heures en VE. Ouvert à tous, ce défi demande une voiture électrique et un équipage de 3 conducteurs. Au départ de Périgueux, les équipages devront parcourir le plus de kilomètres possible avec leurs autos, tout en respectant le code de la route sur 24 heures. J'ai décidé d'y participer avec plusieurs amis, et ce sont donc 2 autos que nous allons aligner. Lionel et Nathan de chez ACC seront accompagnés de Didier Dubicki sur la Porsche Taycan de Lionel, tandis que Jérôme, Jérémy Noireau et moi participerons avec Maggie, ma Tesla Model S. Nous avons 2 objectifs différents. Pour l'équipe performance en Porsche, c'est la gagne qui est visée en catégorie 800 volts. Pour l'équipage référence en Tesla, c'est plutôt de montrer qu'une auto électrique de 8 ans n'est pas du tout ridicule. Cela permettra aussi de mesurer l'avancée des VE ces dernières années. Je vous laisse le lien de la présentation du projet en description si ça vous intéresse de participer. Cela nous mène directement à la seconde annonce. Nous ne participons en effet pas sous la bannière du Choucroute Garage ou d'ACC, mais sous le nom d'Alsace VE. Avec Jérôme, Lionel et Nathan, nous avions depuis longtemps envie de créer un groupe local d'utilisateurs de VE, quel qu'il soit. C'est désormais chose faite sous la forme d'un groupe Facebook pour commencer. Viendra ensuite un site regroupant les bons plans et un système d'entraide, et peut-être une association dans le futur. J'invite donc tous les possesseurs de VE en Alsace ou proches de la région à nous rejoindre si vous voulez de l'entraide, des conseils, des bons plans, mais aussi des rencontres dans la vraie vie, et des moments de convivialité. Je précise que nous n'acceptons que les locaux, car le but n'est pas de devenir un énième groupe sur la voiture électrique. Nous voulons nous concentrer sur la proximité et les interactions réelles, en plus d'avoir un lieu de discussion, comme le groupe Facebook. Nous refuserons donc toutes les candidatures qui ne viendront pas de notre zone géographique. Merci de votre compréhension.
Voilà, cette émission touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas que il y a Tipeee ou PayPal si vous voulez me soutenir, afin que tout ça, ça continue. Vous pouvez utiliser le petit pouce vers le haut, le commentaire pour le référencement, mais c'est surtout le partage des vidéos qui est important. Parce qu'aujourd'hui, YouTube ne favorise plus les contenus de type vulgarisation scientifique ou technique. Donc c'est vos partages qui détermineront en grande partie le succès des vidéos et donc la pérennité de la chaîne. Merci en tout cas d'avance. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.